dans nos mémoires du zinc, je reçois Lambert Wilson pour son album Loin. Alors déjà, vous signalez que Lambert Wilson sera à l'Européen du 1er au 5 avril à 20h. Lambert Wilson, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on regarde cet album, on va un petit peu le détailler. On pourrait se dire, Lambert Wilson, il chante pour se détacher de l'image de son père, qui est le grand acteur et metteur en scène qu'on connaît. Mais en fait, votre père, il jouait du saxophone, c'est lui qui vous a initié à la musique. En fait, on est totalement dans la musique dans la famille. Et j'ai un frère qui est musicien de jazz, qui s'appelle Jean-Marie, qui vit à Hambourg et avec qui j'ai fait de la musique d'ailleurs. La musique, c'est très quotidien pour nous. On a été élevés dans de la musique, dans du jazz. On écoutait aussi, avec ma mère, on écoutait beaucoup de variétés, on écoutait de la pop. Donc c'est logique que dans ma famille, je sois arrivé à faire un disque de variété. Alors 12 chansons, dont une est de vous. Ouais. Trop tard. Trop tard, c'est mon petit cri d'adolescent que je pousse très tardivement aux abords de la cinquantaine. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui dit « vous m'avez pas compris ». Je veux être qui je suis, j'en ai marre, j'ai pas envie de vous plaire, j'ai plus envie de vous plaire. Et puis finalement, je crois qu'inconsciemment, ça correspond certainement un grand désir de plaire. Oui, je pense que le disque, c'est une sorte d'autoportrait. C'est clair que même si je n'ai fait qu'une chanson, ce que j'ai demandé aux autres auteurs, c'est de parler de moi. Et ils l'ont fait très 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 bien. Des gens comme Boris Bergman, Marc Estève. Un enfant de la balle, c'est complètement votre autoportrait. Alors, Enfant de la balle, c'est tellement mon autoportrait que ça m'a fait peur. C'est quand Christophe Mali du groupe Trio m'a écrit cette chanson, j'ai eu l'impression qu'il avait passé son enfance avec moi, je veux dire, qu'il avait observé la complexité d'être un enfant d'acteur, d'être un enfant d'une célébrité, d'être un enfant qui choisit aussi le parcours étrange de la vie artistique, parce que c'est ambigu et que la chanson le retraduit très bien. Alors on va regarder un petit extrait de votre travail en studio à partir d'une chanson, 3, c'est trop. Trois, c'est trop pour le tango. Ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer. Du côté des chiffres impairs, comme il y a ne plus savoir qu'en faire. Encore bravo. Il y a 2 Irlandes, bientôt plus qu'une. Y a qu'un champion à la une. Bien sûr, y a qu'un seul amour pour les deux qui sont pour. 3, c'est trop pour le tango. Et 2, c'est quelquefois trop. Oh, oh, oh. Alors, ce punching ball devant vous, d'abord, vous pouvez le frapper, parce que c'est l'occasion un petit peu de pousser un coup de gueule ou avec force de dire qu'on n'est pas d'accord. Si je le faisais avec la force avec laquelle j'ai ressenti mon irritation et je pense que ça ferait des dégâts dans le bar, mais le coup de gueule, c'était contre les tests ADN contre lesquels j'ai signé une pétition qui a circulé un petit peu et c'est l'indice d'un État policier dont les méthodes me font peur. On est déjà tellement surveillés. Malgré nous, on pense qu'on est un petit peu libre, on ne l'est plus. Alors, ce sont des techniques qui me terrorisent complètement. Mais on a vu qu'il y avait eu un écho, c'est-à-dire qu'il y a même eu un reflux de la part du gouvernement, puisque ce texte a été considérablement amendé entre sa première version et celle qui a quand même été votée. Il y a, disons, au moins des garanties ou quelques contrôles qui seront exercés sur les demandes de Affaire en cours. Affaire en cours, mais simplement, il faut rester vigilant parce que je pense que ce sont des petits des marqueurs, des choses comme ça qui, en cours de route, décrivent un certain état d'esprit. Mais vous êtes enchaîné même, vous êtes... Alors moi j'ai pris position parce qu'en fait l'association avec laquelle je travaille est une association qui lutte pour la protection de l'environnement, qui est Greenpeace. Alors moi j'ai été enchaîné à des troncs d'arbres devant Matignon et je suis allé avec Bruno Rebel qui était le président à l'époque de Greenpeace France et on est allé parler lors de la conférence de La Haye sur la déforestation. Un des plus beaux jours de ma vie, ça a été quand j'ai fait cette action avec Greenpeace parce que je me suis dit finalement tiens, c'est mon premier acte politique, qui est acte de citoyen, disons, pas politique, mais acte de citoyen. J'ai depuis arraché du maïs transgénique, je suis allé dans les bureaux de Areva, je suis allé parler de cette association à la télévision. Alors là, on étudie avec grande attention aussi le Grenelle de l'environnement, qui est un sujet passionnant et pour lequel ils sont très
très engagés, ils sont partie prenante, ils font partie des associations Vous qui y ont croyez, été... franchement, Anne Grenelle? C'est un moment intéressant. C'est un moment de réflexion qui est très, très intéressant parce que les questions sont posées vraiment. Alors après, ce que le gouvernement en fait, c'est une autre histoire. Mais il y a une méfiance, mais en même temps, c'est un moment presque dramatiquement, théâtralement historique. C'est en train de discuter, c'est un moment passionnant. À suivre et à surveiller. Oui. On y va. Ah, ça fait du bien, hein. On a l'impression avec ce maillot-là que Cruyff était hors jeu. Je me suis débouché l'oreille moi-même. Alors Sifflet, c'est l'occasion, et vous l'avez provoqué vous-même, de venir sur des critiques. Vous n'aimez pas trop, elles vous font mal. Est-ce que vous en avez une en mémoire? Oui, il y en a une qui m'avait vraiment fait très très mal. J'avais participé à un concert à Montreux et j'avais un hommage à Aznavour et le critique de Libé, dont malheureusement je ne me souviens pas du nom, qui n'était même pas venu à ce concert-là, et je l'ai su parce que les gens du contrôle l'ont vu, a utilisé ce terme à mon propos. Il a dit que la Castafiore Emmaüs y était allé de sa chanson ou je sais pas quoi. Et alors, parce que j'avais fait le rôle de l'abbé Pierre, etc. Et je trouve que, alors que j'avais bravé quand même les 5000 spectateurs de Montreux et que j'avais eu très peur, et que j'avais quand même réussi mon coup. Prestigieux en Suisse, oui. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être à ce point méchant tout en n'ayant pas assisté au spectacle? Et j'avais trouvé ça d'une injustice telle. Et j'ai voulu presque faire un droit de réponse. Et puis, non, mais on sent bien dans Castafiore d'Emmaüs qu'il y a le goût pour la formule et que parfois on est prêt pour une formule à dire une méchanceté. Particulièrement à Libé, oui. Ouais, bon, alors, moi j'ai des choses qui sont quand même... Alors c'est à propos de Bérénice. Ouais. Bérénice, convenue et sans saveur. Alors, rien qui tâche, rien qui gêne. Aucune aspérité, aucune brûlure. La douleur vraie s'efface devant les sentiments convenus. Lambert Wilson, Antiochus, fume sur scène. On peut s'en contenter, on peut le déplorer. Tout dépend de ce que l'on attend du théâtre et de la scène. Un manque d'audace qui mène à un théâtre commercial. Et c'est Didier Méreuse. Dans quel journal? Dans la Croix. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était un spectacle que j'ai mis en scène à Avignon en 2001 et c'est un spectacle qui, au niveau de la location, a été effectivement rempli en 2 heures. C'est-à-dire que toute la représentation a été remplie en 2 heures. Le public a choisi. Il s'est dit, on a envie de les voir. Alors, le rôle de la critique devient un petit peu délicat dans ces cas-là, parce qu'ils n'ont pas à découvrir un spectacle, le public l'a déjà choisi. Mais en même temps, je pense qu'un acteur qui met en scène à Avignon surtout, et ensuite à Chaillot, qui ose s'attaquer à Racine, c'est inacceptable. On a envie de se le payer, c'est inévitable. Pour vous dire un autre truc, dans Libération, la critique mentionnait le fait que mon père était absent du spectacle et que les 2 seules personnes qui n'étaient pas dans la salle, c'était mon père et ma mère. Donc il faisait du people, c'était René Solis pour ne pas le nommer, il faisait du people sur ce spectacle. Ça veut dire qu'à un moment donné... Vous savez, si quand votre femme ne va pas voter pour vous, c'est dans le journal le lendemain. Oui, alors tout est mélangé. Le people prend le pas sur... et c'est lourd à porter. Les gens sont plus objectifs. J'ai trouvé ça assez décevant. Ce miroir pour figurer votre admiration pour Racine. Vous êtes venu avec Bérénice, Jean Racine. Alors, pourquoi Racine? D'abord, j'ai appris à le découvrir parce que je l'ai joué. Je l'ai interprété en tant que le personnage de Racine au cinéma, dans un film de Vera Belmont qui s'appelle Marquise. J'ai lu les biographies, j'ai trouvé que le personnage était d'une ambiguïté géniale. C'est-à-dire que c'est un homme extrêmement pur et en même temps c'est un vrai courtisan qui était d'une ambition féroce. Donc les personnages au moins doubles me passionnent. Ensuite, c'est vrai que depuis le lycée, je suis fasciné par la pièce Bérénice parce que je crois que je souffre personnellement dans la vie d'une grande maladie qui est le conflit de désir. Or, les personnages qui... Qu'est-ce que c'est le conflit de désir? Le conflit de désir, c'est par exemple être torturé parce qu'on veut profondément une chose, mais on veut profondément son contraire. Moi, je souffre par exemple dans ma vie d'acteur d'un désir de commercial, de célébrité, je l'avoue, de carrière internationale. Et en même temps, je vomis totalement ces mêmes choses et je veux faire du théâtre intimiste, de recherche. Ce qui m'attire chez Racine, c'est qu'il s'est exprimé la douleur que ressentent les personnages à être tiraillés en des choses si contradictoires. En l'occurrence, dans cette pièce-là que je vais remettre en scène, c'est vraiment le dilemme de l'homme
qui aime une femme qui a toujours privilégié l'amour et qui doit renoncer à cet amour pour une notion abstraite qui est le pouvoir, qui est, sinon le pouvoir en tout cas, ce dont on hérite de par ses pères, c'est le devoir, voilà. Il se trouve aussi que c'est le poète le plus sublime de la langue française. Je pense qu'on arrive à une musicalité absolument parfaite, une poésie d'une beauté somptueuse au profit d'une idée très pertinente et très, comment dirais-je, liée à une action dramaturgique très précise. Ça veut dire par là que ce n'est pas du blabla poétique pour rien, et en plus somptueux dans la langue. Lambert Wilson, vous avez la petite caméra à la main qui veut dire que vous allez nous entraîner dans un moment intime. Qu'est-ce que vous avez choisi comme moment intime, moment d'émotion ? J'avais envie de vous parler d'un moment qui m'avait frappé, qui était lié à la télévision. Un jour, j'étais installé sur un canapé en regardant la télévision, les nouvelles du soir, en 1974. Et j'étais tout seul et à côté de moi, il y avait ma grand-mère. Et on regarde les nouvelles et puis subitement, je ne sais plus qui présentait le journal, je crois que c'était une femme qui annonce la mort du président Georges Pompidou. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 15 ans en fait, ou 14 ans par là. Et j'ai poussé un cri de joie. De joie ? De joie. Pourquoi ? Parce que nous, on était des lycéens, on faisait déjà des sit-ins, on était contre... On se moquait de Royer. Oui, la loi Royer. La Royer, on avait manifesté contre Marcellin, contre tout ça. Donc, je veux dire, le pouvoir incarné par Pompidou, c'était un pouvoir qu'on détestait parce qu'on était des espèces de petits gauchistes, mais on avait 15 ans, 14 ans, etc. Donc, moi, j'ai poussé un cri de joie parce que pour moi, c'était une bonne nouvelle. Et ma grand-mère, qui était une femme que j'adorais, était incroyablement choquée par ma réaction. Elle n'était pas particulièrement ni de droite, ni fan de Pompidou, mais elle m'a dit cette chose que j'ai trouvée extrêmement sage. Elle a simplement dit « Mais comment est-ce que tu peux pousser un cri de joie en apprenant que quelqu'un est mort ?» Et je pense que ça m'est resté vraiment. Et quand le matin, j'écoute la radio et que j'écoute les nouvelles et que j'entends que même des dictateurs sont pendus, des gens sont exécutés, la réalité de la mort... Parler de Saddam Hussein, par exemple, dont on a vu les images. Par exemple, la réalité de la mort d'un être reste une chose extrêmement profonde dont on ne peut pas se réjouir de toute façon, même s'il y a bien des gens sur Terre qui devraient ne pas être actifs, en tout cas, ne pas être autorisés à agir sur les autres. Et depuis, vous n'êtes plus jamais félicité de la mort de quelqu'un ? Pas aussi bruyamment, peut-être. Je ne me suis jamais réjoui de la mort d'un autre, non. C'est là que les grands-mères sont importantes. Mais c'était une vraie éducation, finalement, parce qu'en un mot, elle m'a fait réfléchir à la valeur de la vie. Et c'est vrai que c'était crétin et assez choquant, finalement, de réagir comme je l'avais fait au départ. Et elle m'a mis un peu, c'est ça, quand on un peu du plomb dans la cervelle, non ? Oui, c'est ce qu'on dit. Et je lui en sais un gré éternel. Voilà, ce soir donc je recevais Lambert Wilson pour ses Mémoires du Zinc. Alors je rappelle l'album Loin, 12 chansons qui vous en diront beaucoup sur Lambert Wilson et que vous pouvez retrouver en concert à l'Européen du 1er au 5 avril à 20h. Lambert Wilson. C'était un plaisir. Merci.